Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 90. Tu quoque filii. Que s'est-il passé exactement en Auvergne en 555 ? Franchement, difficile d'être tout à fait sûr quand on dépend autant de Grégoire de Tours et que l'évêque, déjà pas très fiable en général, peut rapidement passer en mode totale mauvaise foi quand les événements deviennent plus personnels pour lui. Et avec le vice-roi Cram, le fils de Clotacar, responsable du sud-ouest du Regnum à la prise de pouvoir de son père à l'est, ça a dû vite devenir très personnel pour un paquet d'Auvergnats. Et aussi très pénible. Une vice-royauté erratique, avec une tendance à tout cramer, et des conséquences retentissantes, comme nous allons essayer de le décrypter dans cet épisode. À la vérité, on ne sait rien de très précis sur l'organisation du pouvoir dans les provinces du royaume de Clotacar, lorsqu'il réunifie le royaume de Soissons avec celui de Reims. Mais nommer des vice-rois dans des territoires lointains pendant qu'il partait faire la guerre aux Saxons a dû lui sembler la bonne solution. Une bonne manière de contrôler un territoire trop vaste, en nommant des hommes fidèles à la tête d'une région avec un titre prestigieux, mais un poil en dessous du sien, histoire de leur donner l'autorité nécessaire, mais en gardant la prééminence bien sûr. Donc, que Clotacar ait nommé son propre fils à la tête de cet immense domaine pour chapeauter les différents commerces et contrôler toutes les cités du pays d'Auvergne n'a rien de très bizarre. D'ailleurs, dès que les problèmes vont commencer entre Cram et le reste de sa famille, ce sont ses deux demi-frères, Caribert et Guntram, qui vont être dépêchés sur place. Un bon indice que non seulement Cram avait été nommé vice-roi pour l'Auvergne, mais probablement que ses frères eux aussi avaient été nommés dans la vallée de la Loire et en Burgondie. Car belle coïncidence, ces régions constitueront leur future part d'héritage dans quelques années à la mort du père, ce qui suggère que leur enracinement local avait commencé depuis longtemps en réalité. En attendant, Cram est donc arrivé dès 555 à Clermont pour prendre la direction de la région, mais apparemment avec la manière forte. Le commerce de Clermont, mis en place par Théodebert le Brillant des années plus tôt pour calmer le jeu, après le bazar des années 30, est débarqué immédiatement. Et l'évêque Cotin est d'entrée de jeu déstabilisé par le soutien du vice-roi à son pire opposant local, le prêtre Caton, dont nous avons parlé pendant l'épisode bonus. Mais ça, c'est seulement pour commencer. Car au bout de quelques mois, on observe une accélération du comportement erratique du jeune dirigeant. Contre la raison, dira même Grégoire pour décrire la situation dans ses histoires. Cram s'entoure des pires hommes qui viennent rejoindre sa cohorte de Leudes-Francs qu'il a amené du Nord pour se comporter rapidement comme un tyran. Comme s'il voulait délibérément se rendre odieux vis-à-vis du peuple à en croire la chronique. C'est-à-dire les grands aristocrates régionaux bien sûr. Il se met à les insulter, à les traîner en prison ou à simplement confisquer leurs biens sous tous les prétextes. Pire, nous dit Grégoire, il laisse même ses hommes enlever et épouser de force les filles de bonnes familles locales, en fermant les yeux sur ce qui constitue de véritables rapts. Ok, je crois qu'on tient là notre nouveau super vilain dans ton histoire. Ça sent le portrait tout en nuances. D'ailleurs, comme on l'a raconté dans l'épisode bonus, crime terrible, Cram terrorise l'évêque du coin. Et même si le bonhomme est un ivrogne incupide et le dernier des imbéciles, selon son collègue de Tours, ça reste quand même un évêque, bordel. Et pour Grégoire, s'en prendre à un évêque, c'est minimum carton rouge. Mais bon,
comme nous l'avons déjà évoqué, les faits nous sont rapportés 30 ans plus tard. Juste assez pour pouvoir bien exagérer, mais pas assez longtemps pour pouvoir inventer de toutes pièces. Donc Grégoire a probablement juste méchamment forcé le trait, mais il n'a certainement pas tout imaginé non plus. Clairement, tout ça sonne en réalité comme une reprise en main musclée, plus qu'une entreprise génocidaire. Une campagne de spoliation et d'intimidation à large échelle des puissants locaux. C'est ça le fil conducteur de toute cette histoire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut interpréter le mariage forcé des filles d'aristocrates. Probablement rien à voir avec des love stories entre braves guerriers francs et donzelles d'Auvergne, et pas plus avec le vieux mythe de l'étranger en situation irrégulière, violeur des jeunes filles du coin. Le mariage forcé est en réalité une bonne manière de casser l'endogamie gallo-romaine, qui perpétue le particularisme du sud du royaume et sa concentration de richesse et de pouvoir entre les mains d'une petite élite. Une manière, pas très élégante mais efficace, d'accélérer la fusion des deux classes dominantes du pays et d'insérer des leudes francs à la tête des grands patrimoines du sud du Regnum. Mais si on a simplement affaire à une politique brutale de reprise en main, il y a quand même un autre problème à considérer. Est-ce que fondamentalement, ce que fait Cram est hors norme? Non, en fait, la bonne question, c'est est-ce que la politique de Cram est désapprouvée par son père? Et honnêtement, à faire une hypothèse, probablement pas. En tout cas, pas forcément dans les grandes lignes. Si on met de côté le sensationnel amplifié par Grégoire, Cram ne fait en réalité que mettre en œuvre brutalement la politique de tous ses prédécesseurs et de ses ancêtres. S'intégrer, par la force s'il le faut, au sommet de la société gallo-romaine, plutôt que de la détruire avec juste ce qu'il faut de brutalité pour en tirer un maximum de richesse et de pouvoir pour lui et ses hommes. Est-ce qu'il a la main lourde? Peut-être. Sans doute même, vu que la suite des événements va prouver qu'il ne s'est pas fait que des amis à Clermont chez les puissants, comme parmi le peuple. Mais est-ce qu'il a un comportement plus insensé ou affreux que tous les membres de sa famille depuis des générations? Ça semble compliqué à prouver. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le dur avec Grégoire, et que cette tension va durer un bon moment. Entre ses propres biais personnels, que ce soit contre les femmes, les juifs, ou contre tous ceux qui n'aiment pas l'Auvergne, et d'un autre côté, ses intérêts politiques qui dépendent de plus en plus des personnages contemporains qu'il introduit dans son histoire. Dans ce cas-là, le risque de manipulation est maximum. Et comme il écrit toujours dans une perspective de moraliste chrétien, où les impies doivent être punis sur cette terre, on va vite devoir se demander s'il nous sert du lard ou du cochon d'Auvergne dans ce qu'il rapporte. Même si dans les deux cas, cela reste de très bons produits. Tout biais de ma part serait bien sûr purement fortuit. Donc selon toi, l'image de marque de Cram, elle est carrément exagérée, c'est ça? Disons que si on est réaliste, la description catastrophique de Cram dans le texte de Grégoire a pour petit effet de ne pas laisser d'ambiguïté sur qui sont les gentils et les méchants dans son récit. Ce qui, au minimum, doit être questionné, vu que le chroniqueur prépare sans doute déjà le terrain pour la suite de sa chronique. D'ailleurs, voilà ce que raconte pour l'année 555 l'autre chroniqueur contemporain du VIe siècle, l'évêque Marius d'Avanches, qu'on reconnaît généralement pour son impartialité et son exactitude. D'abord, que Théodebald de l'Infirme est mort et que Clotacar a repris son royaume. Alors ça, c'est clair. Idem que Bucelin, duc des Francs, a péri avec toute son armée en Italie. Ça aussi d'accord, même s'il a 1 an de retard dans son récit. Et que, comme on l'a raconté à l'épisode précédent, les Saxons se sont rebellés et que Clotacar est parti pour les combattre. Mais il y a une 4e entrée dans son récit, une 4e ligne dans sa chronique, et je cite. Cette année, Cram, fils du roi Clotacar, poussé au complot contre son père par Childebert, se réfugie chez lui. Caramba! Un autre point de bascule se produit donc à la fin de cette folle année 555. Car oui, après des mois de tyrannie locale, Cram a décidé de trahir son propre père. Ce que d'ailleurs Grégoire va finir par lâcher dans sa propre chronique après pas mal de digressions sur sa méchanceté et ses mauvais conseillers. Et une trahison tout sauf déguisée. Car quelques mois après sa prise de pouvoir en Auvergne pour le compte de son père, notre prince a quitté Clermont pour le nord de son sous-royaume pour prendre la direction de Poitiers.
Et là, pas étouffé par la honte, il a littéralement signé un pacte avec son oncle, dont le royaume est adjacent. Et c'est donc avec l'appui de Childebert le Brouillon que Cram se rebelle officiellement contre son père cette année-là et qu'il choisit de faire sécession avec son armée et sa province. Tout simplement. Ouais, bon, on va pas se mentir. Mais Grégoire fait clairement de Cram le digne successeur d'Absalom, le fils de David qui se rebelle contre son père dans le 2e livre de Samuel dans la Bible. Juste des fois qu'on doute de la noirceur de son âme, bien sûr. Alors je dis bravo mon Greg pour la nuance et le point de vue équilibré. Chapeau l'artiste. On dirait un vrai journaliste de Pravda. Caramba. Mais quoi qu'il en soit, encouragé par le maître du complot, son tonton Childebert, Cram a progressivement quitté la feuille de route que lui avait donnée Clotacar, de simplement mettre l'Auvergne en coupe carrée. Et il lance sa rébellion. Ce qui est sacrément couillu, et surtout carrément ingrat de la part du fiston. Oui, mais ça demande de creuser un peu l'affaire quand même. Alors pour commencer, qu'est-ce qui nous semble clair? Que le roi de Paris décide une nouvelle fois de tenter de pourrir la vie de son petit frère avec un plan tordu en soutenant Cram, personne ne peut être surpris. Malgré ses échecs politiques à répétition, le vieux Childebert n'a rien pardonné à son frère, et sûrement pas sa prise de pouvoir à Trèves. Et qu'il tente donc de manipuler son neveu, qui doit se chercher des alliés pour défier Clotacar et sa formidable puissance, semble tout à fait normal. Mais c'est pour Cram que tout cela est bizarre. Pourquoi le fils aîné de Clotacar déclenche une révolte pareille alors qu'il dispose sur le papier d'un héritage tout tracé avec cette vice-royauté accordée du vivant de son père sur l'Auvergne? Alors, l'ambition débridée que Grégoire prête au fils indigne est une solution possible. Un ignoble prince, orgueilleux, trop impatient pour attendre son heure, est capable de poignarder sa propre famille pour prendre le pouvoir. Après tout, s'emparer par la violence des ressources qu'on convoite pour soi-même et ses fidèles reste un fondamental de la culture mérovingienne, non? Mais il y a une autre théorie, moins défavorable à Cram. L'hypothèse de l'autodéfense, bien sûr. Car d'accord, Grégoire lâchera un peu plus tard dans son ouvrage une formule célèbre qui veut que tous ceux qui sont fils de rois peuvent être proclamés rois à leur tour chez les Mérovingiens, sans égard pour le statut de leur mère. Mais entre l'idée que tous les enfants de rois peuvent être proclamés et que tous les enfants de rois doivent l'être, il y a une sacrée nuance, comme on l'a vu avec les fils de Clodomir par exemple, ou la tentative ratée de Clotacar et de Childebert de voler l'héritage de Théodoric le Fourbe des mains du brillant Théodebert en 534. Une nuance qu'on pourrait résumer simplement par la loi du plus fort. En clair, il ne suffit sans doute pas d'être fils de roi pour être proclamé roi. Il faut s'imposer tel quel. Or, Cram est un enfant particulier quand on y réfléchit. D'accord, il est probablement l'aîné des 5 fils survivants. Mais il y a un autre paramètre. Ses 4 demi-frères sont tous les enfants de Ingonde et de sa sœur Arégonde, les 2 sœurs mariées successivement à Clotacar. Guntram, Caribert, Sigbert et Childeric, c'est le nom de nos 4 amis, et gardez-les bien en tête pour la saison 5, sont tous unis par leur père, c'est vrai, mais aussi par leur mère. Et dans une société d'origine germanique, où le clan reste un paramètre important des relations sociales, il est bien possible que Cram ait commencé à prendre peur. Peur de se retrouver isolé et dépossédé par ses 4 autres petits demi-frères un beau matin. D'autant qu'avec un roi vieillissant et des règles d'héritage claires comme du jus de boudin, qui sait ce que Cram a bien pu se dire. Surtout si les 4 autres ont été élevés ensemble au sein de la même zippe. Ce qui semblerait parfaitement logique. Et si on fait l'hypothèse que Childebert a soufflé sur les braises de sa paranoïa et de son ego, j'imagine assez bien Cram se lancer dans une aventure en solo, en se disant que son père est loin et que c'est le moment de prendre son destin en main. Par contre, si je comprends bien, Childebert tire les ficelles, mais se garde bien d'intervenir directement. Sous-entendu, il balance à Cram un bon vieux « Par devant, je te suis !» mais évidemment ne s'engage pas complètement. Sacré Childebert. Toujours aussi brouillon, mais pas forcément con. Oui, d'ailleurs une autre rumeur court sur Childebert ces années-là, à en croire les chroniques byzantines. Une rumeur qui prétend que le roi de Paris
est derrière la révolte des Saxons, que c'est lui qui les a incités à la révolte, sans bien sûr s'en mêler sur le terrain. Vrai ou non, ce vilain bruit montre bien quel drôle d'animal politique est devenu le brouillon, qu'on soupçonne d'être dans tous les mauvais coups pour pourrir la vie de son petit frère, mais sans qu'on puisse jamais le prendre officiellement la main dans le sac. Quoi qu'il en soit, décidé à aller de l'avant coûte que coûte, et avec le soutien verbal de son oncle, Cram se lance donc dans le recrutement d'une véritable armée dans le Grand Ouest, jouant probablement sur le sentiment autonomiste des anciennes terres wisigothiques pour trouver des hommes désireux de le suivre. Alors ce que Clotacar pense de la rébellion de son fils, difficile à dire, car on n'est pas sûr que Clotacar ait tout de suite compris exactement ce qui se passait, ou l'étendue de la trahison en train de naître au sud. Surtout si Cram a respecté sa feuille de route musclée pour l'Auvergne au départ, avant de commencer à penser à son aventure personnelle. Mais les nouvelles qu'il reçoit à la fin de l'année 555, les différents retours sur la confusion dans la province, comme le psychodrame pour le poste d'évêque de Clermont, tous ces indices doivent être suffisamment sérieux pour qu'il décide d'envoyer une mission de reconnaissance l'année suivante pour tirer tout ça au clair. 1556, 2 demi-frères de Cram, nommés Caribert et Guntram, partent donc à la tête d'une troupe armée pour Clermont, où bien entendu, Cram n'est plus là depuis plusieurs mois, puisque la région lui est défavorable après ses divers sévices. Et il s'est maintenant réinstallé pour de bon à Poitiers, où il espère recruter son armée dans le Grand Ouest. Mais dis-moi Xavier, je me demande, qu'est-ce qui est pire? Un frère qui veut ta peau ou 2 demi-frères qui veulent ta peau? Lorsque Guntram et Caribert arrivent à Clermont, plus personne n'est là, mais on les informe de la rébellion officielle de leur frère. Et là, c'est le choc. Et la preuve que jusque-là, on n'a pas encore saisi tout le sérieux de cette affaire à la cour de Clotacar. D'abord, parce que l'erreur de destination prouve bien qu'on avait des renseignements très vagues sur ce qui se passait à ce moment-là à l'ouest. Mais que pire, les 2 frères n'ont pas amené avec eux une armée considérable, vu qu'on a sous-estimé la révolte en cours à ce stade et qu'on n'a pas équipé les 2 demi-frères pour mener une guerre civile. Alors, la prudence voudrait qu'on rebrousse chemin à ce stade et qu'on refasse un point avec le roi. Mais Caribert et Guntram n'ont pas l'intention de rentrer bretouille auprès du futé. Sans doute parce que de tout temps, personne n'aime passer pour un imbécile devant le patron. Mais aussi parce que ça serait bête de laisser filer une telle occasion de corriger ce demi-frère qui, dans le fond, est un obstacle à leur propre héritage futur. Printemps 556, Caribert et Guntram refusent donc de rebrousser chemin et décident au contraire de foncer plein ouest avec les hommes dont ils disposent pour mettre la main sur le renégat. Et c'est sur un lieu dit la Montagne Noire, qu'on identifie souvent comme la commune de Saint-Georges-Nigremont dans la Creuse, à mi-chemin entre Limoges et Clermont, que les 2 groupes armés vont se retrouver. Un lieu que Cram a choisi en réalité. Une position défensive en hauteur, au milieu des monts d'Auvergne, où il s'est retranché là, pour attendre ses frères en bloquant leur progression. Car si son objectif est d'arracher un royaume autonome à son père et de compter sur les renforts qu'a dû promettre Childebert, la meilleure stratégie consiste à jouer la carte défensive, ou en tout cas l'apaisement et le traînage de pied. La rencontre des 2 armées entraîne donc, dans un premier temps, l'ouverture de négociations. Et bien sûr, Cram plaide pour un accord, demandant juste que son père reconnaisse son autorité sur le domaine de l'Ouest et qu'on ne verse pas le sang pour rien dans la famille. Après tout, c'est ses 2 frères qui ont la pression pour le mater. Lui peut jouer la montre à ce stade et prendre le rôle du pacifiste agressé sans raison. Mais sa proposition est inacceptable pour Caribert et Guntram, soit qu'ils aient reçu des ordres très stricts de leur père, ce qui est possible, soit que de toute façon, c'est leur héritage commun qui est en jeu. Les 2 frères, droits dans leurs bottes, refusent donc de faire la moindre concession et exigent la capitulation de leur aîné. Et s'il ne se rend pas, ils se feront un plaisir de le dessouder, maintenant qu'ils le tiennent à portée de Francisque et qu'ils ont une raison en béton de le massacrer. Et devant son refus, les 2 frères rompent alors les négociations, mettent leur armée en position et rien du tout. Zobi. Car au moment même où ils s'apprêtent à attaquer Cram, 2 coups du sort se succèdent. D'abord, une énorme tempête se lève et empêche les 2 armées de s'affronter. Et avant que le temps ne se calme, 2e surprise. Cram l'astucieux
laisse fuiter la nouvelle de la mort de Clotacar dans la guerre en Saxonie. Une fake news qui trompe les deux frères, qui lèvent le camp et déguerpissent pour le nord. Sans doute pour ne pas se faire rouler dans le partage à venir de l'héritage du papa que leur petit frère pourrait bien conclure dans leur dos. Alors là, je dis, merde de taureau sur toute la ligne. Bullshit. Cette histoire ne tient pas la route. En plus, il nous l'a déjà fait le coup de la tempête qui empêche la bataille. 10 ans plus tôt, quand Childebert et Théodebert le Brillant ont voulu faire la peau à Clotacar. Et aussi le coup de la fake news de la mort du roi en Germanie, quand Childebert tentait de prendre l'Auvergne en 535 des mains de Théodoric le Fourbe, soi-disant mort au combat lui aussi en Thuringie. Parmi toutes les excuses de Greg le Mytho, je crois que celle-là est une des moins bonnes. Franchement, si Clotacar était mort, les deux frères auraient eu encore plus intérêt à dessouder Cram pour de bon, et pour récupérer son immense royaume de l'Ouest. Ça n'a ni queue ni tête ce recul immédiat. Et du coup, comment faut-il l'interpréter ? C'est clair. Il semble bien que Grégoire mélange un peu tout un tas de choses pour cacher la vérité déplaisante au sujet notamment du futur roi Guntram, qui deviendra un personnage majeur dans sa propre histoire personnelle et un homme profondément admirable à ses yeux. Non, la vérité, c'est que Cram, bien fortifié sur sa montagne noire et disposant d'une troupe de choc, a dû mettre une sacrée raclée à ses deux demi-frères, tout simplement. Guntram et Caribert, arrivés mal préparés et mal renseignés sur la situation dans la province, se sont simplement fait tailler en pièces par leur demi-frère, qui a mis les mois précédents son argent et l'aide de son oncle à profit pour se constituer une véritable armée. En 556, les deux fils de Clotacar, vaincus par leur demi-frère, repartent donc sans se retourner en direction du nord vers la Burgondie, pour sauver leur vie. Une fuite plus qu'une retraite d'ailleurs, vu qu'ils se retrouvent littéralement talonnés par Cram et son armée, en train de reprendre le contrôle de la totalité du centre du pays. Le fils aîné de Clotacar arrive même à assiéger puis à s'emparer de Chalon-sur-Saône, et bien encouragé par ce succès, continue sur sa lancée en mettant finalement le siège devant Dijon fin 556, ville encore bien fortifiée avec sa muraille romaine. Honnêtement, malgré les efforts de Grégoire, difficile de ne pas voir que c'est une contre-offensive éclair qui est menée maintenant par Cram, qui profite de la déroute de ses ennemis. D'ailleurs, les deux frères, leur vie entière, ne brilleront jamais par leur prouesse militaire et sont en train d'abandonner le terrain à ce stade. Car si le but de leur repli stratégique était de ne pas se faire voler leur part d'héritage, on a du mal à comprendre pourquoi ils auraient laissé Cram se tailler un morceau de leur futur empire sans rien faire avec une armée intacte entre leurs mains. D'ailleurs, pour enfoncer le clou pour 556, Marius d'Avanches, toujours très neutre dans son monastère, nous lâche dans sa propre chronique, et je cite, « Ces jours-là même, Cram, ayant rassemblé une armée, dévasta le territoire de son père. » Une version laconique mais plus réaliste de la situation qui confirme la prise de contrôle de tout le sud-ouest par le fils aîné et son offensive en direction des autres provinces périphériques pour réussir à se tailler un royaume indépendant. Bon, je vois que tu es un peu obligé de remplir les trous de l'histoire, vu que Grégoire prend un malin plaisir à nous raconter un peu ce qu'il veut en mélangeant un peu tout. Sacré Greg, quel bel enfumeur quand même. La vérité, ou plutôt la vérité probable, c'est que Cram a pris l'avantage fin 556 et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ni ses frères, ni son père, qui est aux abonnés absents, sans doute occupés au fin fond de la Germanie, sans réseau. Et comme le succès appelle le succès, je me dis que cette fois, la rébellion va prendre de l'ampleur. Maintenant qu'il a démontré qu'il n'était pas là pour enfiler les perles, ton prince de l'Ouest. Oui, et c'est probablement l'euphorie du côté Schramm, autour de 556-557. Tout occupé à prendre le contrôle total de son royaume qu'il vient d'arracher de force par sa victoire à la Montagne Noire. Un vice-roi qui non seulement commence à disposer d'un territoire vaste et de ressources financières conséquentes, c'est sûr, mais surtout qui devient crédible. Avec du sang de Clovis qui coule dans ses veines et avec une véritable réputation de chef militaire et politique, capable de sortir de ses retranchements à l'ouest pour prendre le contrôle de la vallée de la Saône et de la Loire. Et c'est probablement à ce moment-là qu'arrive le coup de chance pour le fils rebelle,
la nouvelle qui va transformer ses premiers succès tactiques en énorme victoire stratégique. Car en 557, on apprend que la guerre va mal en Saxonie, très mal même, avec une percée des nordistes et plus extraordinaire encore, la nouvelle se répand cette fois, et ce n'est plus une rumeur, que Clotacar est mort dans les combats. Un coup de tonnerre qui doit se répandre à travers la Gaule et qui probablement va semer la confusion entre les 4 autres fils restants de Clotacar. Tout tourne à l'avantage de Cram maintenant, et c'est un véritable boulevard qui s'ouvre devant lui et qui apparaît progressivement aux yeux de tous comme le futur roi du sud du Regnum. L'heure du triomphe donc. D'ailleurs, on apprend que Vilicaire, puissant duc d'Aquitaine, nommé précédemment par Théodebald de Clotacar, décide de se rallier au nouvel homme fort. Et il offre sa propre fille en mariage au prince, basculant ainsi avec tous les territoires du sud-ouest dans le camp Cram, lorsqu'il percute que le gamin est en train de réussir son coup et qu'il a intérêt à le soutenir s'il veut garder sa tête et sa place. Et deuxième coup de maître diplomatique, Cram trouve le temps cette même année de se rendre à Paris. Et cette fois, officiellement, il se lie par alliance avec Childebert le Brouillon. Car en apprenant que la rébellion saxonne qu'il a encouragée, inspirée, peut-être même financée, s'est terminée par la mort de son frère détesté, Childebert se décide à sortir de son ambiguïté stratégique. Et il adopte littéralement son neveu pour en faire son successeur. Et alors que Cram continue la pacification de son royaume au sud et ses opérations en Burgondie, le Brouillon ouvre officiellement les hostilités contre le royaume de feu son frère Clotacar, en attaquant la Champagne grâce au vide défensif qui s'est ouvert devant lui, comme pour son neveu. Son frère mort, son neveu préféré prenant le contrôle de tout l'ouest du pays, plus d'autorité claire à l'est, où les 4 autres frères doivent probablement se déchirer pour ce qui reste de l'héritage. Pour le vieux roi, c'est un peu open bar, qui cette fois doit probablement se dire que son heure est enfin arrivée. Il n'a pas de Rolex, mais à 50 ans, il compte bien réussir sa vie, Childebert, après s'être fait doubler comme un couillon depuis 30 ans par tout le monde. Il y a juste un hic. Un petit hic. Sinon, ça serait trop facile, bien sûr. Et vous l'avez vu venir. Tout le monde dit que Clotacar est mort en 557. Tout le monde, sauf Clotacar, bien sûr. Évidemment, la rumeur de la mort du futé était totalement fausse. Alors oui, les opérations en Saxonie ont bien continué. Les troubles amorcés dès 555 ont perduré pendant toutes ces dernières années. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a empêché le roi de Soissons de venir personnellement mater son fils rebelle et explique le manque de résistance opposée immédiatement à la double offensive Cram et Childebert. Mais Clotacar n'est pas mort. Et s'il est encore bien occupé en Germanie en 557, son royaume étendu de Soissons reste parfaitement sous contrôle et n'est pas en train de s'effondrer sous les coups des 2 co-conspirateurs de l'Ouest. 2 hommes qui doivent peu à peu comprendre, à l'annonce de la résurrection surprise du roi de Soissons, que la victoire ne va finalement pas être si simple que ça. Est-ce que c'est pour ça que les chroniques deviennent silencieuses sur les opérations militaires en Champagne et en Burgondie? C'est bien possible. Childebert lance quelques opérations de pillage dans la campagne rémoise, mais ne conquiert rien de significatif finalement, choisissant, comme à son habitude, de reculer quand il comprend qu'il va être obligé d'affronter frontalement son frère. Et Cram, lui aussi, va caler. Car la ville de Dijon, bien défendue avec ses murailles romaines, ne tombe pas, malgré le siège de plusieurs mois qu'il lui impose. Et incapable de prendre la ville, le prince se retrouve obligé à son tour, fin 557, de faire machine arrière pour se replier sur l'Auvergne lorsqu'il apprend probablement le retour en force des armées de son père et de ses demi-frères. En réalité, c'est comme si les 2 co-conspirateurs comprenaient que face à la puissance formidable de leur ennemi, il valait mieux en revenir à une stratégie défensive pour négocier plutôt que de se casser les dents en attaquant frontalement le royaume de Soissons. D'autant que tout n'est pas totalement calme à l'ouest au même moment. On apprend notamment qu'un certain duc nommé Austrapius, dont on ne sait quasiment rien, doit se réfugier à ce moment-là dans la basilique Saint-Martin de Tours pour échapper à la colère de Cram, après avoir refusé de lui obéir. Preuve qu'avec la bonne santé de Clotacar, la donne a bien changé à l'ouest, et que les aristocrates ne sont donc pas tous bien unis derrière le fils rebelle dans sa tentative.
L'année 558 va donc être l'année du statu quo. Les conspirateurs de l'Ouest ne se sentent pas assez forts pour affronter directement Clotacar et ses fils. Quant au futé, il est pour sa part trop occupé en Germanie pour venir régler le problème. Les ingrédients d'une guerre civile sont là, mais apparemment, personne n'est assez décidé pour la déclencher. Et notamment Cram, qui s'est replié sur son territoire en tentant de mettre au carré son royaume et en attendant des jours meilleurs pour reprendre l'offensive militaire ou diplomatique et arracher à son père le royaume dont il rêve. Une longue pause qui va finir en décembre 558, mais pas tout à fait comme prévu. Et oui, car il y a un autre paramètre qui explique le grand calme de 558. Childebert, bien malade, est rentré à Paris pour se mettre au lit. Et il ne va pas se relever de sa longue convalescence, car le 23 décembre 558, Childebert le Brouillon rend l'âme dans sa capitale, le fils de Clovis et de Sainte Crodéchilde. Le roi grognon, qui n'a jamais réussi à trop briller sur le champ de bataille ou dans les disputes politiques avec ses frères, meurt dans son lit. Il laisse derrière lui un royaume sans héritier et son allié auvergnat qui, cette fois, se retrouve seul face à la colère de son père et de ses frères. Pour Cram, l'heure du choix va sonner, entre continuer son aventure en solo ou rendre les armes avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir écouté l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous prochain épisode.